Arténéra de Max Aubion, lu par Serge Cazenave. Nous décidâmes d'aller traîner nos guêtres dans l'un des quartiers qui compte le plus de galeries d'art au mètre carré. La pluie ayant inondé Paris depuis 2 jours avait cessé. Les passants relevaient la tête, les voitures dégazaient allègrement. La rue, dépourvue de bistrots et d'épiceries, n'était qu'une succession assez déprimante de boutiques d'antiquités et de sapes chics entrelardées de galeries. Mon pote Maurice ignorait, comme moi, tout ce milieu où se rencontrent artistes, marchands d'art, collectionneurs, amateurs, médias et institutionnels en tout genre. Pour ma part, j'avoue n'avoir qu'une connaissance approximative des arts dits plastiques de notre temps. Mon innocence en ce domaine n'attendait qu'une occasion d'être pervertie. Nous pointâmes le nez aux devantures éclairées pour reluquer les échantillons des œuvres exposées. Un écriteau scotché sur la porte d'une galerie nous intéressa vivement. Vernissage ce soir à 18h30 en présence de l'artiste. Maurice consulta illico sa Rolex chinoise qui indiquait 17h26. M'est avis qu'on va s'inviter à la réjouissance. J'espère que les petits fours seront classe. On essaya d'entrevoir l'intérieur. Y présentait-on des choses de meilleur goût que la serpillière garnie de copeaux qui pendait dans la vitrine? Je suis pas très optimiste. Maurice, toujours aussi fervent d'un langage qui n'appartenait qu'à lui, reprit. Pas d'importance, c'est le gibier qui me botte, pas les chures qu'il laisse derrière lui. On poussa jusqu'aux halles pour déguster un blanc chez le père Larson et attendre l'heure du vernissage. Quelques nanas bien carrossées provoquèrent nos commentaires d'esthète. À ce jeu, Maurice avait plus de génie que moi pour trousser un compliment ou tisser un commentaire à sa façon. Les provisions sont dans le panier, et l'admirable spectacle d'une belle femme marchant s'estompait au coin de la rue. Quand nous poussâmes la porte, un brouhaha de conversation attestait que la glace était rompue entre les invités déjà dans la place. Accolades, embrassades, tout le monde connaissait tout le monde, sauf ces 2 bisous balourds qui vinrent se planter devant cet aréopage à la tenue vestimentaire des plus variées. Un temps inquiet au sujet de nos vêtements ordinaires, qui auraient pu faire tache au milieu du beau linge qu'on supposait fréquenter ce genre de lieu, nous fûmes de suite rassurés et nous fîmes en sorte de nous insinuer discrètement dans le marigot tels des poissons pêchés au bord de l'asphyxie. Comme d'habitude, Maurice s'affairera de son côté, sachant que son flair ou son penchant le conduirait bientôt au buffet, tandis que je me glisserai toutes oreilles tendues parmi les membres de la branchitude. Par petits paquets, les invités s'arrêtaient devant les œuvres de Brandon Benakrim. « Oh, c'est fort! Tu vois comme c'est fort! Ça, on banderait pour moins que ça !» Cette ringardise expressionniste fait de ce Brandon non pas un artiste, ne disons pas d'énormité, mais davantage un penseur qui, au lieu d'écrire ce qu'il pense, comme le premier des vulgaires, torture la matière et nous fait des propositions de discernement, que dis-je, d'appréhension du réel complètement adaptées à notre œil occidental repu. Bon sang, j'ai du mal à piger ce sabir d'initié, remarquai-je. Certes, tout milieu professionnel sécrète un jargon spécialisé inaccessible au commun. Mais ici, ça me paraissait plus issu d'une délectation snob que d'une quelconque utilité. Le ton des discussions, comme les formes du langage, donnaient à penser que les personnes qui s'exprimaient ainsi partageaient leurs sentiments entre connivence tribale et détestation la plus irréductible. Il paraît, à ce qu'on dit, que la fondation Morsif et même l'esthète s'intéressent à lui. T'imagines cette horrible petite frappe? Il est divin, un Michel-Ange gore qui habite le Val-Fouré, mais c'est vachement républicain au niveau du concept intégrationniste. Vous ne trouvez pas? Le Michel-Ange en question était un petit mec souffreteux qui demeurait impavide sous l'avalanche des compliments convenus. Il semblait être ailleurs. Sa dégaine crapoteuse donnait le ton. Parée à la manœuvre, la galériste Diane Garzon
vieille belle ensachée dans une cotte de garagiste bleu, crinière permanentée et bagouze à chaque doigt, l'entourait de prévenance, le protégeait comme s'il fallait défendre cet infirme des taquineries des aficionados. Je m'approchai du maître, dont le pif, à force d'être bourré de coke, laissait couler continuellement un filet de morve translucide qu'il lapait de sa lèvre inférieure. Diane Garzon faisait l'article, expliquait, déchiffrait, exaltait, faisait son boulot de bonimenteuse. Il faut prendre le travail de Brandon comme une métaphore de la décomposition du périssable, de la dégénérescence consubstantielle à notre condition humaine, consciente qu'elle est de sa propre finitude. Cette réflexion plastique sur le pourrissement des choses, de la matière, sur la putréfaction des chairs, prend chez lui une forme incomparable. Les moisissures évolutives, les matières employées, les larves qui rongent les quartiers de viande interpellent autant, sinon davantage, qu'une nature morte de Chardin en son temps. Quelques gogos buvaient ces paroles, mais comme une toile de Chardin me revint en mémoire sous forme d'un flash visuel, j'eus l'impression étrange d'être sur une autre planète. En plus, certaines œuvres du Brandon en question cocotaient ses vers. Pour ponctuer sa réclame, Diane Garzon donnait la parole à Brandon qui, invariablement éructait « Le monde est pourri !» Ravi d'entendre cette vérité absolue, la chapelle acquiesçait en chœur en soupirant d'aise. Après cette contribution définitive autant que harassante, Brandon retournait dans son vide intérieur. Au cœur de chacun des groupes se détachait une personnalité. Ici, une dame élégantissime, chapeautée chic, lançait des anathèmes. Là, un homme corpulent, dissimulant sa bouche avec un catalogue, soufflait des confidences. J'aperçus Maurice au fond de la galerie, en compagnie d'une grande fille vêtue d'une cotte de chantier orange, sans doute une assistante de la galériste. Elle parlait en agitant ses bras maigres. Lui se penchait sur un amas de boules faites de grillage enduit d'une matière visqueuse marron. Silencieux, il hochait la tête, ce qui pouvait s'interpréter comme des signes d'approbation, sinon d'admiration. Il émettait aussi quelques petits jappements, résultats phoniques d'une envie réprimée d'éclater de rire. Il aspirait par intervalles les vapeurs mentholées de son spray buccal. Terriblement démarche Bovera, sans compter les notations tapiesques quelque part, non ? Si, je l'affirme. D'ailleurs, l'article de Simon Chamaillet dans Art New de cette semaine souligne cette filiation. Alors, c'est dire, n'est-ce pas ? L'attitude d'un inconnu aussi captivé confortait la fille qui, flairant soit un acheteur potentiel, soit un conservateur d'un musée étranger ou une huile, malgré sa gabardine couleur de muraille, amplifiait son discours et le moulinait de ses bras. C'est quand même la charogne que je préfère, lâche Maurice en se retenant de rire. Si Maurice explose de rire, on va se faire jeter, pensai-je en croisant les doigts. Je m'éloignai de mon pote qui, tôt ou tard, allait demander à la tringle, dans son mauvais anglais, pour faire chicos, « Are you Janine ?» Si par extraordinaire la fille s'appelait Janine, je ne donnais pas cher de sa vertu. En fait de collection, Maurice collectionnait les Janines. Mais au lieu de les accrocher à ses murs ou de les poser au milieu de son séjour, les Janines en question subissaient les assauts libidineux de mon pote dans son lit. Je souris en pensant qu'il y avait là une idée de tendance. Exposer dans une galerie des Janines, des personnes humaines vivantes, je commençais à conceptualiser grave. Les commentaires miasmatiques continuaient de plus belle. Je veux dire non, je veux dire que c'est la démarche qui me hante, je veux dire, pleine de sens inavoué, rouée aussi quelque part, un compromis de tout pour rien, c'est absolument bouleversant d'incertitude masquée
pour ainsi dire. Mon ami lui aussi partage complètement ce survol de la forme qui est au fond de la surface, dont la dimension alterne avec l'absence du réel. En tant que sujet, c'est dingue ce que c'est. L'ami de monsieur, venant de s'exprimer, gronda. « Ah, stop, tu déconnes, t'allais lâcher le mot beau, je parie, tu débloques ma pauvre tâche !» Je le disais encore hier au conseiller artistique de la DRAC, qu'attend le ministère pour balayer définitivement des collections les poussières, les résidus, les scories de l'art esthétisant, cette foutaise qui ressasse les formes, qui prétend parler au sens, qui orne les appartes petits bourges de merde. Un photographe de presse portraiturait l'assistance. L'atmosphère était tellement déprimante que les éclats de son flash donnaient un peu de gaieté à cette cérémonie lugubre. On devrait interdire la merdisation des masses. Mon cher Brandon, remarquable, tout à fait remarquable, absolument. Le monde est pourri, gueulait le petit crevard chaque fois qu'il était sollicité. Arrivé au buffet, je compris pourquoi Maurice ne s'y était pas éternisé. Les bretzels sentaient la poussière, et le kir, servi dans des gobelets de plastique blanc, était plus que tiédasse. Petit standing, tout de même, malgré les prix mirobolants des productions de Benacrim. C'est alors que je découvris un très vieux bonhomme, voûté, les mains dans les poches d'un manteau élimé, seul à l'écart du troupeau. Il avait un sourire permanent sur les lèvres. Je m'approchai de lui afin de lui tirer une appréciation quelconque. Alors, il me regarda sans se départir de son sourire. Ses yeux aussi exprimaient la malice. Je m'amuse toujours autant. Vous trouvez ça drôle en vérité? Oui. Après un silence, comme il sentait sans doute mon trouble devant tout ce fatras, il ajouta en posant la main sur mon avant-bras. Le Marcel du champisme attardé. Ah, monsieur, cet académisme poubellien, ça me fait toujours bidonner au bout d'un siècle, alors que le grand gourou, après ses frasques surréalistes, vous connaissez son urinoir, au lieu de se répéter, a tout bazardé pour jouer aux échecs. Il me plaisait, ce vieux, avec sa pointe d'accent germanique. Ravi qu'on lui adresse la parole, il me raconta qu'il assistait à tous les vernissages du Paris branché depuis des années pour se réchauffer en hiver, pour boire des coups et surtout pour se réjouir autant que pour se désespérer, qu'il en avait vu des expos de toutes sortes, qu'il habitait au fond d'une cour et qu'il était peintre. Inconnu, sinon maudit, déclassé, banni des circuits, des réseaux, inexistant pour être exact. J'aimerais voir ce que vous faites, dis-je machinalement. Je fis signe à Maurice que je partais, et je suivis l'homme au manteau, bien content de quitter cette basse-cour. Le vieux type trottine. Je ralentis le pas. En chemin, je remarque qu'il a transformé ses chaussures en savates traînantes. Silencieux dans la galerie avant que je m'adresse à lui, il parle sans arrêt désormais de la haine de l'art. Il donne l'impression de vider son sac. Surtout, ne vous avisez pas de formuler devant eux une quelconque objection, même la plus légitime, au sujet de certaines propositions artistiques. Vous vous feriez traiter au mieux de réactionnaire, au pire de crypto-fasciste. Le dogme, je vous dis, en dehors du dogme, vous n'existez pas. Vous êtes nié en tant que créateur. Inutile de solliciter une aide. Impossible de participer à la vie artistique au niveau dont bénéficient ces artistes officiels. Il faut faire partie du Gotha, dont la liste des membres est actualisée régulièrement dans la revue Art News. Heureusement, Rosenthal et Haidt de New York m'achètent cash une toile de temps à autre. Sinon, il y a longtemps que je me serais fait sauter le caisson. Aucun créateur se réclamant de l'art dit contemporain ne trouve grâce à vos yeux, alors? Si. Si on illumine les imposteurs, les fumistes, les farceurs, les abjects, les suiveurs, les intrigants, les faussaires, les phénomènes de mode ou de foire, et j'en passe, il en reste quand même quelques-uns.
très peu en réalité, que j'apprécie, parce que plastiquement c'est regardable. Mais plus nous approchons de son atelier, plus le réquisitoire devient implacable. Sa voix s'affirme. Quand l'œuvre est moins le produit fini donné à voir que la démarche, comme ils disent, de son auteur, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. C'est devenu un discours par objet. La matérialité ne suffit plus. Des idées plastiques pour résumer. Au départ, en l'absence de marché réel, c'est le contribuable qui casque à prix d'or de misérables choses qui viennent compléter les collections insanes autant qu'invisibles dans les régions. Puis les gros capitalistes tentent de se faire un titre de gloire moderniste en collectionnant ces œuvres mortelles. Devant tout ça, je perds les pédales. Je suis sans doute d'une autre époque, un vieux con esthétique, en somme. On est arrivé. Le porche passé, la cour traversée, nous voici devant son logement en rez-de-chaussée. Il tourne la clé. Entrez. L'ampoule d'un plafonnier qu'il vient d'allumer jette une faible lueur dans la grande et haute pièce ténébreuse dans laquelle il vit et peint. L'odeur de térébenthine assaille mes narines. On marche sur plusieurs épaisseurs de tapis. Aucune toile accrochée au mur. Tous les châssis retournés sont appuyés contre le pourtour. La carcasse d'un chevalet se dresse au centre comme un fauteuil de supplice. Le foutoir est indescriptible. Dans un coin, on devine un divan défoncé. À l'opposé, un évier et sur la paillasse, un réchaud. Des journaux partout. Peu à peu, ma vue s'acclimate à cette semi-pénombre, et je distingue en langue allemande des inscriptions sur les murs, en grandes lettres gothiques noires. Après les latrines, avant de manger, lave-toi les mains, ne l'oublie jamais. Et aussi, un pouce est à mort. À la lecture, eu égard à son âge, j'en déduis instantanément que le vieux peintre est un rescapé des camps. Pourquoi avait-il fallu qu'il recopie ces slogans inscrits sur les murs des blocs? Dans quel but morbide? Celui de ne pas se résoudre à sa présence déplacée ici-bas au point qu'il lui faille griffer à chaque instant, quand le regard l'y porte, cette plaie toujours suppurante? Sans doute. D'une voix complice, il me glisse. « Venez par là. » Je m'approche tandis qu'il saisit une toile et l'appuie sur le dossier d'une chaise. « Y a-t-il assez de lumière pour vous ?» Je ne dis mot car s'offre alors à mes yeux un carré rempli de matières colorées, travaillées, triturées dans leur croûte, de fonds raclés, de pâtes épaisses, de passages en ressuyage, de recouvrements en surépaisseur, comme en un plat grenu. Une forme est suggérée qui s'extrait d'une gangue comme de la boue. Elle crie, un trou dans la tête, cette bouche qui crie. C'est de la peinture, hélas. Après cette excuse en guise de sarcasme, il ironise en ponctuant sa phrase de silence. Un morceau de toile, des poils au bout d'un petit manche de bois, des couleurs, rien que cela. Peu de choses en vérité, et on a encore tant de choses à montrer, mais qu'on nous laisse de la place. J'entends sa respiration. Son sourire perpétuel, ses yeux plissés n'animent plus son visage. Il me souffle. C'est ma série Arténéra. Enfin, il me livre son nom d'artiste. Alfred Jekyll. Al tout court, si vous préférez. Je demeure silencieux. Il pose une seconde toile qui diffère de la première, par l'étendue qui flotte au-dessus d'un groupe indistinct. La matière est griffée, portant la trace des couleurs enfouies. On sent le geste recommencer, déposant les pigments, ajustant la touche. L'impression que je ressens est intense,
accrue par le poids de ce personnage qui témoigne depuis un demi-siècle à travers son œuvre de son destin tragique dans le silence et l'indifférence. Il y a longtemps que je n'ai pas connu semblable désolation m'envahir. Une douleur ensevelie dont on ne guérit pas. J'ai envie de partir tant celle-ci me submerge, envie de remonter de nouveau à la surface, envie de retrouver le présent, loin des souvenirs de ma petite enfance, de rouvrir les yeux, de me pincer délibérément pour constater que j'existe. Vite, la rue. Sachez que j'apprécie votre silence. Je ne supporte pas les réflexions au premier regard sur mes toiles. Puis la raison qui m'a fait le suivre jusqu'ici ne s'est pas encore complètement évanouie. Dites-moi, monsieur Jekyll, vous m'avez dit tout à l'heure? Je crains un moment que ma question l'indispose. Il est dans ses pensées. Oh, attendez. Il se dirige vers une commode et revient avec un cahier à spirale qu'il feuillette. Il s'arrête sur une page. Je découvre une tête de jeune femme brune, aux traits fins, mutine. Alors que je m'apprête à faire un commentaire, le vieux Jekyll arrache la feuille du cahier. Tenez, prenez cette esquisse. Je vous la donne en souvenir de votre visite, puisque je sais que vous reviendrez me voir, n'est-ce pas? Merci, c'est trop. On se serre la main longuement, et je promets de revenir le saluer. Dehors, l'air glacé me fait frissonner. J'ai presque envie de chialer tant mon passé me revient en avalanche et m'étouffe. Aurais-je dû révéler au vieil homme mon destin de marane? Après réflexion, je me persuade d'avoir bien fait de m'être abstenu, de ne pas m'en être prévalu. Il ne fallait pas profaner cette rencontre unique. Lui dire en yiddish maladroit simplement « Bonsoir, prenez soin de vous » a suffi. Pendant un court instant, je pense que mes parents auraient son âge, s'ils étaient encore de ce monde. Après quelques pas, je remets le couvercle sur ce coin dévasté de ma vie. Il faut absolument que je reprenne mes cours de yiddish. Je fonce rejoindre mes cauchemars.